5, 4, 3, 2, 1, top. Bonjour Audrey Alouette, je suis très très heureuse de te recevoir dans mes entretiens mensuels. C'était un rendez-vous que j'attendais depuis longtemps et vraiment j'en suis ravie. Je ne vous présente pas Audrey Alouette parce que vous la connaissez déjà, mais à l'occasion de la sortie de son roman Les Poisons de Cathars en poche chez Pocket, voilà, ça m'a donné l'occasion de la recevoir et j'en suis très heureuse. Alors donc, Audrey, tu es une autrice à succès de BD avec Princesse Sarah, que je recommande à tous et surtout à toutes les mamans qui ont des petites filles, et parce que c'est à mettre entre les mains de toutes les petites filles. C'est en même temps une BD de fantaisie, mais en même temps c'est plein d'humour et c'est féministe, donc on peut y aller. Alors, je sais pas à partir de quand Princesse Sarah enfin, on peut considérer qu'une BD est une BD à succès. Bon, même si c'est vrai que je suis contente que la série se vende bien. La série doit beaucoup à Nora Moretti, la dessinatrice avec qui je travaille, qui a su créer un univers steampunk vraiment, vraiment hors du commun. C'est vrai que pour le côté féministe, il me semble que c'est le seul personnage principal qui est à la fois chef d'entreprise et ingénieur en chef d'une usine d'automates, donc. Mais voilà, donc là, le tome 11 vient juste de sortir, donc je travaille déjà sur le tome 12, bien sûr. Et oui, et en tout cas, je le recommande pour les cadeaux de Noël parce que moi, je vais m'empresser de le faire chaque fois que je rencontre des gens qui ont des petites filles. Voilà, c'est la BD que j'offre à Noël. Alors donc, tu avais écrit il y a 2 ans maintenant Les Poisons de Cathars, qui est un roman absolument génial que tu avais sorti avec ton label Bad Wolf. Et puis après, il a eu un destin extraordinaire. Il a été pris par une grande maison d'édition fantasy. Et maintenant, il sort chez Pocket. Alors, c'est un roman truculent, captivant, avec plein de références, notamment à Terry Pratchett, parce que c'est ton mentor en écriture fantasy, je crois. C'est vraiment un livre hommage à Terry Pratchett. Super. Oui, je crois qu'on peut le dire, c'est assez assumé quand même. Oui, 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 oui. Et donc, je pourrais en dire juste 2 mots. Les personnages sont géniaux, ils sont attachants. Il y a des méchants qu'on adore, mais ils sont riches, ils sont profonds, ils sont déchirés par des secrets, ils sont aliénés. C'est un roman vraiment addictif. Tu as écrit aussi des nouvelles, hein? Donc, on les trouve sur Amazon. Alors, je voudrais juste que tu nous fasses un petit pitch rapide pour nous présenter en 2 phrases Les Poisons de Cathars. En 2 phrases. C'est difficile de résumer parce que en fait Oui. enfin, j'ai tâché d'y mettre une grande richesse d'univers. La difficulté, ça a été de l'orchestrer. Donc pitcher ça en 2 phrases, c'est difficile. Alors pour faire simple, c'est l'histoire d'une ville qui s'appelle Cathars, qui est une ville-prison qui accueille tout le rebut des 3 royaumes voisins, c'est-à-dire tous les gens qui dérangent, soit parce qu'ils sont des criminels, soit parce que politiquement, voilà, ils mettent pas les gouvernements très à l'aise. Et donc on les envoie là-dedans. Et c'est une ville qui est dirigée par une tyranne sanguinaire, Tenia Arsnik, mais qui n'est pas aussi sanguinaire qu'on le croit. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas cruelle par plaisir, mais parce qu'elle est la seule à détenir le secret de la ville, à savoir qu'un démon est endormi sous la ville et que si la ville passe le cap des 100 000 âmes, le démon se réveillera. Et donc en fait, elle doit tout faire pour maintenir la population de la ville sous ce seuil-là à tout prix. Et voilà, et c'est un roman, je crois, sur le compromis moral, à savoir, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire. Si on prend une décision, grosso modo, c'est la catastrophe. Mais si on la prend, on est obligé de sacrifier des choses qui ne nous appartiennent même pas. Donc Oui. voilà, En fait, c'était mon axe. c'est une tyranne par devoir. Exactement. C'est parce que ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est que on voit beaucoup, souvent surtout en fantasy, on voit beaucoup de gens courir après le pouvoir. Que le pouvoir, enfin pour moi, c'est une charge. C'est pas quelque chose qui sert à se mettre en avant. Enfin justement, c'est pas quelque chose qui est supposé alimenter l'ego. Et c'est marrant parce que l'ego, c'est aussi un de mes thèmes principaux dans ce roman en fait. Oui, oui, oui. Parce que la sorcière qui donc vient aider la tyranne, qui est supposée être la sorcière la plus puissante de la Terre des Reins, même si une bonne partie repose sur du bluff, en fait, a un familier qui en fait est son ego, qui est devenu tellement gigantesque et puissant qu'il s'est en quelque sorte détaché d'elle. Oui, oui, oui. En fait, tu es proche des thèmes. Moi, ça me fait penser à Créon dans Antigone, ce dont tu es en train de parler, en fait. Voilà, Bah,
c'est un roman où il y a beaucoup d'antiquité, puisque déjà, il y a ce sénateur qui passe son temps à hurler Cathars, delenda est. Donc, Cathars doit être détruite, et qui fait bien évidemment référence à Caton l'Ancien, qui passait son temps à brailler Carthago, delenda est, Carthage doit être détruite. Donc voilà. Voilà, ben super. Alors écoute, pourquoi est-ce que, alors que quand même, tu écrivais ta BD, c'était confortable, elle se vend bien, etc., pourquoi tu as voulu passer au roman? Moi, j'ai toujours voulu écrire du roman. Même je crois que j'ai commencé à écrire mon premier roman sérieusement, hein, je veux dire, pas des trucs que j'avais commencé et abandonné. Premier roman que j'ai commencé à écrire, j'avais 15 ans. À partir de mes 15 ans, j'ai commencé à travailler 2 heures par jour sur ce manuscrit-là. C'est là que j'ai appris aussi à jeter d'un coup 150 pages à la poubelle. Et donc là, je devais avoir 16 ans à peu près. Évidemment, c'est des choses qui n'ont jamais été publiées. Mais il m'a vraiment fallu des années avant d'arriver. C'est-à-dire, je voulais pas publier un roman à tout prix, en fait. Je voulais publier le roman que je voulais. Je crois qu'en tant qu'autrice, tu vas dire la même chose. Enfin, on est nombreux, surtout quand on a une certaine expérience. L'important, c'est pas de publier un livre. L'important, c'est de publier le livre que tu veux. Et c'est vrai qu'au début, quand tu commences l'écriture, tu vas écrire quelque chose et en fait, ça va pas te ressembler parce qu'au début, il y a finalement cette espèce de montagne que tu gravis. Au début, tu sais pas où tu vas. Et puis, plus tu apprends à gravir des montagnes, plus tu commences à savoir te repérer dans la montagne et plus tu sais comment la gravir. Et je pense qu'il y a un stade où tu arrives au niveau d'expérience suffisant pour... ça reste super difficile, hein, mais tu arrives au stade suffisant où tu te dis, voilà, ça y est, j'écris enfin ce que je veux. J'écris le livre que j'ai fantasmé, le livre dont j'ai rêvé. Parce que sur tes premiers bouquins, tu dois presque apprendre à faire le deuil du livre parfait, et ça c'est dramatique en fait, parce que les premiers bouquins que tu sors, bah bon, si, ils peuvent être bons, mais même s'ils sont bons, ils te ressemblent pas. C'est vraiment, il faut vraiment du temps avant que tu arrives à mettre ce que tu es dans un livre. Et je pense que c'est pour ça que j'ai mis si longtemps à faire mon premier roman, parce que moi, finalement, je vis de ma plume depuis que j'ai 25 ans. Mais Les Poisons de Cathars, c'est vraiment le roman que je voulais faire, voilà. Et c'est celui que avant j'ai commencé à l'écrire. Moi, j'ai bossé dessus plusieurs années, parce que j'ai mis des années en fait à monter un univers aussi riche. Mais finalement, ça partait dans tous les sens, ça ressemblait pas à ce que je voulais. Je me retrouvais avec une tapisserie avec des touffes de fil qui dépassaient dans tous les sens. C'était pas le motif que je voulais. Le motif central était pas bon. Il y avait finalement des motifs annexes qui finissaient par cannibaliser le motif principal. Enfin voilà, j'utilise beaucoup la métaphore de la tapisserie parce que, mais je suis pas la première à le faire, hein, puisque texte en grec, ça veut dire tissage. Et c'est vraiment ça qu'on se retrouve à faire quand on fait un roman un peu ambitieux. C'est finalement c'est un tissage assez complexe où le motif principal doit prendre toute sa place, mais où doit y avoir une vraie richesse en fait. Dans les détails. Il faut qu'on puisse passer des heures à la regarder, cette tapisserie, à se dire, et à chaque fois qu'on la regarde, on voit quelque chose de nouveau. Mais en même temps, on doit voir précisément, quand on arrive de loin, on doit se dire, ah, le motif principal, c'est ça. Et c'est pour ça que finalement, j'ai mis du temps, voilà. Écoute, je ne me lasse pas de t'écouter, tu es vraiment merveilleuse quand tu parles d'écriture. Alors moi j'ai l'impression, je pourrais être ta mère ou ta grand-mère, mais j'ai l'impression d'être une aveugle par rapport à toi ou une petite fille. Alors moi je gravis la montagne avec un bandeau sur les yeux, je ne sais pas, je ne sais toujours pas où je vais, je ne sais pas si... Oui, je crois que je suis dans mes romans, oui bien sûr. Voilà, je dirais plutôt que j'essaye d'écrire le livre que j'aimerais bien lire, voilà. Plutôt que le livre qui me ressemble. C'est la plus belle ambition. Oui, voilà. J'admire cette capacité d'analyse que tu as de ta propre écriture. Je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à faire parce que c'est facile de dire des choses sur les livres des autres ou de les analyser, mais sur soi, c'est beaucoup plus dur. C'est plus dur, mais c'est notre problème à tous, nous les auteurs, de toute façon. Oui. Et bon, je crois que tout le monde aura compris que tu es une perfectionniste. Peut-être trop. Oui, c'est sûr que si j'étais moins perfectionniste, j'aurais déjà fini Alors, c'est pas le roman suivant, puisque le roman suivant, c'est Magic Charlie qui sort normalement chez Gallimard au mois de juin. Attends, on va en parler tout à l'heure. Et là, c'est vrai que je suis sur un autre roman qui est donc... C'est pas la suite des Poisons de Cathars, puisque les Poisons de Cathars, c'est un one-shot. Et donc, c'est une histoire qui est finie à la dernière page. Mais disons que c'est un roman qui se passe dans le même univers. Et là, en plus, je suis partie sur un sujet très ambitieux. Parce que, alors,
ça a beau être sur, enfin mon fil conducteur en fait c'est une histoire d'amour. Comment dire, je suis sur un fond de fantaisie économique. Je crois bien que c'est le premier bouquin de fantaisie économique, enfin en tout cas à ma connaissance. L'économie dit comme ça, c'est comment Oui, dire, ça paraît rébarbatif, ça ben oui. l'esprit. Mais en fait, non, l'économie, surtout l'histoire de l'économie, c'est absolument fascinant. C'est un côté Les Rois Maudits, Game of Thrones, etc. Ils n'ont pas choisi de mettre en avant l'économie, mais ça pourrait être des histoires d'économie. L'histoire de l'économie, c'est complètement sanglant. C'est ce qui a Bien vraiment sûr. défini notre monde et notre humanité, et en particulier l'histoire des dettes au 19e siècle. C'est ce qui a vraiment fabriqué notre monde tel qu'il est conçu à l'heure actuelle, et les rapports de pouvoir qui tiennent encore aujourd'hui. Et tous ces rapports de force, en fait, la façon dont ils se sont mis en place, c'est de l'économie. Oui. Et c'est pour ça que je me suis attaquée à ce sujet que je trouve absolument extraordinaire et fascinant. Mais je veux pas que ça soit justement chiant. Oui, Disons-le franchement. Je veux pas que ce soit pénible, je veux pas que ce soit ennuyeux, et je supporte pas en fait, je supporte pas qu'on s'ennuie sur un seul paragraphe. Et je crois que c'est ça ma difficulté. D'ailleurs, mes éditeurs me le disent, ils me disent mais là tu peux prends un peu plus ton temps. Gallimard me fait rajouter des passages. Ils me disent là on a envie de visiter la ville, etc. Et je leur dis toujours mais j'ai tellement peur que le lecteur s'ennuie. J'ai déjà l'impression, tu te rends compte, il y a déjà 3 pages sur la visite de la ville. Si j'en rajoute encore une, mais mon lecteur va s'ennuyer, ce sera abominable. Je supporte pas que mon lecteur s'ennuie sur une seule phrase en fait. Oui, oui, Et c'est difficile parce que c'est vrai que je supporte pas non plus ces livres où il y a rien qui dépasse, et où si tu veux t'as que l'intrigue et t'as rien d'autre, et finalement c'est très sec. Et vraiment la grande difficulté c'est de trouver l'équilibre entre finalement cette visite de cet univers, surtout plus ton univers est riche, plus tu as besoin de le faire découvrir au lecteur. Et donc il y a cette visite de l'univers d'un côté, les dialogues, les personnages que tu dois prendre le temps d'installer, parce que si on les connaît pas tes personnages, bah, finalement on s'ennuie avec eux aussi. Donc il faut prendre le temps de les mettre en place, mais en même temps ton intrigue elle doit pas reculer. Et la difficulté je trouve c'est je trouve qu'il y a, alors il y a des auteurs qui font, tu vois, ils font un petit peu de description, et puis un petit peu les personnages, et puis ensuite l'intrigue avance seulement. Et ça, vraiment, comment dire, ça c'est raté en fait, parce que tu dois faire les 3 à la fois. oui, oui. Et surtout, tu dois avoir Sur ton le même élément plan, d'intrigue, oui. et puis ton personnage, où tu fais un petit peu plus ta connaissance, et où tu te dis, ah, alors lui, il nous réserve quelques surprises, et en même temps, il y a la découverte de l'univers. Et je trouve que l'immense difficulté, c'est ça en fait. Et alors moi, je sais. Enfin bon, je pense que de ce côté-là, je suis peut-être moins douée que d'autres, mais alors j'en baffe comme c'est pas permis à combiner et à tresser les 3 à Non, la ça fois. vient de ton côté perfectionniste parce que tu le réussis très bien, mais tu veux que ça soit encore mieux, en fait, c'est ça, c'est ça. Mais quand je dis que tu le fais trop, c'est justement parce que je parle de ta souffrance à le faire, mais non pas du résultat. Le résultat est tellement génial. On est content, nous, que tu l'aies fait. Mais bon, tu passes peut-être trop de temps. Voilà. Je pense à toi, je me dis, elle passerait un tout petit peu moins de temps, ça serait aussi génial peut-être, et elle pourrait, voilà, et ça serait un peu plus léger pour elle dans la vie quotidienne, quoi, voilà. Non, je pense pas, parce que même quand je relis mes romans, des fois, je me dis, ah, là, ce paragraphe-là, il est en trop. Mais Audrey, Si je il ne pouvais, faut jamais relire, il ne faut jamais relire le roman une fois qu'il est fini, sauf si tu alors dois le là, rééditer, voilà. j'ai pas eu le choix, parce que donc déjà il y a eu Voilà. en effet une nouvelle édition, et puis bah mine de rien pour l'alchimiste Aubert, qui se passe pas tout à fait dans le même pays ni avec les mêmes personnages, mais j'ai quand même eu besoin comment dire, de chercher des Bien éléments sûr, dans oui, tu le es roman obligé de. précédent. Mm. Et à chaque fois, mais c'est une souffrance, parce qu'en effet tu te dis mais ce paragraphe-là, il a rien à faire là. Est-ce que j'ai eu raison d'amener le personnage de cette façon-là? Là, il y a peut-être un léger détail où le personnage est peut-être pas aussi cohérent que je l'aurais voulu. Enfin bon, bref. Bon, Moi, alors, je suis pas la seule à faire ça, hein, non. quand même nombreux. Pour étayer ce que tu dis et pour pas que les personnes qui ne te lisent pas encore prennent peur en se disant oh là là, mais ça doit être super intello ce qu'elle écrit, ça doit être vraiment très très ennuyeux. Très... Alors j'ai choisi un extrait, parce que je t'avais demandé un extrait, tu me l'as pas envoyé. Donc j'ai choisi un extrait, un extrait du roman. Donc c'est au début qu'on voit la sorcière Carasse. Et c'est une petite scène où il va se passer quelque chose. Alors, pour soigner sa réputation de sorcière, elle composait avec quelques artefacts. Alors là, j'aime beaucoup ce passage parce que c'est comme si un petit peu tu parlais de toi ou de ta façon d'écrire ou d'être écrivain. Alors, j'aime beaucoup ça. Elle avait en permanence au bec une pipe d'où s'échappait une fumée coriace et habitait une isba branlante juchée sur pattes de poulet. Et bien entendu,
le familier avec lequel on l'avait toujours croisé était un chat noir, qui pour l'instant roupillait au coin du feu, les oreilles à peine agacées par l'agitation. Dame Carras hésitait encore à se sentir insultée. Vieille Bique était après tout la traduction de l'image qu'elle cherchait à renvoyer, quand le soldat s'abattit sur le matou et lui planta les ongles entre les côtes. L'animal miaula de douleur. Aïe, se sentit obligée de protester Dame Carras. Cette affaire devenait pénible. Elle laissa le soldat se débattre avec le chat qui répliqua par une chirurgie faciale. Du regard, elle fouilla les sortilèges qu'elle avait préparés sur la table, juste dans son dos. Une feuille d'hypnocédale traînait près du mortier, elle la froissa rapidement et la fourra dans sa pipe, sur laquelle elle tira pour alimenter les braises. Dans quelques instants, une fumée soporifique envahirait la pièce. Tout le monde s'endormirait paisiblement, sauf elle. Après quoi, il faudrait qu'elle arrange ce bazar. Elle commencerait par se débarrasser du violeur, peut-être en l'enterrant dans le potager avec les vieilles, ça leur ferait de la compagnie. Puis elle devrait fabriquer des litres de baume anti-brûlure pour son apprenti et... D'ailleurs, où était-il passé celui-là? Ne vous inquiétez pas, maîtresse, je ne vous laisserai pas souffrir ce que j'ai souffert. Sur sa gauche, l'apprenti s'était relevé tant bien que mal. Dans sa main, une petite bourse de tissu rouge. Qu'est-ce que tu fous avec la limaille de plomb, abruti? Puisqu'il faut mourir, nous mourrons avec panache. Quoi? Le chat miaulait avec une telle rage qu'elle avait du mal à entendre quoi que ce fût d'autre. En revanche, les derniers mots de son apprenti sonnèrent clairs à ses oreilles. Ce fut un honneur de vous servir, dame Carras. Rendez-vous dans l'autre monde. Consternée, la sorcière vit le bras encore indemne de l'apprenti former un arc de cercle. La bourse de plomb s'envola et atterrit dans le chaudron. Qu'il est con, grogna dame Carras. L'explosion résonna dans tout Catarse et son souffle anéantit la moitié de la rue. Voilà, j'arrête là. Je me suis régalée à lire. J'ai relu la moitié du bouquin, j'arrivais pas à m'arrêter. Je m'étais dit, bon allez, je vais le relire en diagonale pour l'entretien. Et puis finalement, j'ai été reprise par toute l'histoire. Ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot, parce que justement, l'objectif, c'est que moi, je me prends la tête, mais je veux pas que mon lecteur s'ennuie une seule seconde. Je veux qu'il rentre dedans, que ça fasse comme un toboggan où il arrive jusqu'en bas, en fait, ça, oui. sans jamais pouvoir s'arrêter. On peut pas le lâcher, oui, on peut pas le lâcher. Alors, quelle lectrice étais-tu lorsque tu étais enfant, Audrey? Est-ce que tu as des souvenirs de lecture particuliers dans ton enfance? Moi, j'étais une lectrice compulsive. Je pouvais pas lâcher un bouquin une fois que je l'avais commencé. J'ai eu de la chance parce que quand j'étais plus jeune, ma mère ne jurait que par l'école des loisirs, ce qui finalement est pas mal pour une entrée en lecture. Mes parents n'étaient pas du tout portés. Disons que mes parents croyaient à la culture comme on croit à la religion, c'est-à-dire qu'ils y connaissaient rien, mais ils croyaient aux livres. Donc j'avais quand même des livres. Quand j'étais petite, ma mère m'a abonnée à la presse Bayard, à l'école des loisirs, parce qu'elle savait que c'était bien. Elle-même était institutrice et les élèves de son école avaient ça. Donc voilà, ça s'était traduit de cette façon-là. Et puis surtout, ils m'avaient offert des contes parce que quand ils étaient plus petits, ils avaient eu des contes, donc on m'a offert des contes. Et j'étais une folle furieuse du conte. J'en avais alors, tu sais, ces fameux volumes de chez Grund, qui sont des espèces de machins qui font 1000 pages et des brouettes à chaque fois. J'en avais je sais pas combien, on me les achetait d'occasion en brocante, je me rappelle. Donc j'avais tous ces vieux bouquins écornés qui avaient déjà des têtes de grimoire. Est-ce que tu as un souvenir en particulier, un souvenir de lecture? Pas forcément du livre, mais... Je peux te raconter comment je suis tombée par accident dans la littérature, la vraie littérature adulte, la littérature vieillesse, comme disent les auteurs jeunesse. J'ai lu Edgar Allan Poe en 6e. Enfin, ça s'est passé en 3 fois, mon entrée dans les littératures. J'ai lu Edgar Allan Poe en 6e, les nouvelles du chat noir, parce que je pensais que c'était un chair de poule ou un truc du même genre. Et finalement, je l'ai lu par accident et je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même. J'ai lu Jean Cocteau, Les Enfants Terribles, parce que je pensais que c'était dans la suite de La Comtesse de Ségur, des petites filles modèles. Et tu vois, les petites filles modèles, les enfants terribles, ça faisait sens. Donc j'ai lu Les Enfants Terribles, ça m'a fait un peu le même effet que le chat noir. Je me suis dit,
C'est un peu spécial quand même. Et j'ai lu Les Misérables aussi en sixième parce que c'était des histoires de. Alors, on m'avait dit que Cosette c'était une pauvre orpheline méritante, et moi j'adorais les histoires de pauvres orphelins méritants. C'était vraiment mon truc. Comme j'étais une petite fille très sage, très rangée, voilà, j'ai lu Les Misérables qui fait je sais pas combien de pages, mais 1000 ça me pages, faisait pas. oui, 1200 ou je sais pas combien. Voilà, à cause des livres de contes, ça me faisait pas peur du tout parce que moi j'avais l'habitude des gros bouquins. Et c'est vrai que je suis rentrée là-dedans et ça m'a fait un choc dont je me suis jamais remise en fait. Et c'est comme ça que j'ai glissé en fait finalement du livre jeunesse au livre, comment dire, au livre adulte par accident. Voilà. Oui, oui, bah, c'est merveilleux. Bah, écoute, ma question suivante était quels sont les livres qui ont été des chocs? Eh ben, on les a eus. Et quels sont maintenant les livres qui t'accompagnent, qui sont tes livres de chevet? Alors, c'est Terry Pratchett, évidemment, c'est le seul auteur que je relis continuellement. Il y a certains de ces tomes du Disque Monde que je dois être à la sixième ou septième relecture. Et c'est parce que c'est le seul qui a un univers et une écriture assez riche pour que je ne m'ennuie pas à la relecture ou que j'ai pas l'impression de... En fait, je connais déjà l'intrigue, mais c'est tellement riche, c'est tellement intelligent, c'est tellement foisonnant et en même temps très savamment orchestré, parce que je veux dire, ça part pas dans tous les sens. C'est tellement intelligent que j'ai toujours l'impression de redécouvrir quelque chose. Tu vois, on en revient à la Oui, tapisserie oui, oui. finalement, alors il y a beaucoup de livres que j'adore, mais soit qu'ils soient trop ambitieux, enfin finalement, si, il y a des livres que je trouve prodigieux, mais j'ai pas envie forcément de les relire. Tu vois, par exemple, Oui. 1984, c'est génialissime. Mais je sais pas si j'ai envie de me retrouver dans cet univers-là, parce que c'est quand même pas un univers très confortable, c'est un univers qui est fait pour te mettre mal à l'aise. J'ai pas envie d'être mal à l'aise tous les 4 matins, tu vois. Donc c'est un livre que je pourrais relire, parce que c'est vrai que ça a été un choc. Mais c'est pas un livre que je relirais facilement. Un des livres que je pourrais relire, que j'ai découvert cet été, en parlant des petits chefs-d'œuvre qu'on relit, qu'on vient de découvrir, c'est Frances Hardinge, qui là a été une vraie surprise, qui est une autrice anglaise, qui a sorti... Alors il y a 3 livres qui ont été traduits en français pour l'instant, mais Gallimard m'a dit qu'il y en avait un 4e qui arrivait en janvier, donc là j'étais très contente. Ça se prétend de la littérature jeunesse. Oui, je pense que c'est accessible à la jeunesse, mais c'est un petit peu dommage de leur laisser ça juste à eux, tu vois. Enfin bon, il n'y a pas de raison, je veux dire, qu'ils aient les meilleures choses, toujours, faut en garder pour nous aussi. Et Frances Hardinge, donc elle a écrit 4 bouquins, ce que je recommande surtout, c'est Le Chant du Coucou, chez La Talente, et L'Île aux mensonges, chez Gallimard Jeunesse. Et c'est ces 2 bouquins, alors les héroïnes, je crois que dans le premier, elle a 12 ou 13 ans, et dans le deuxième, elle doit avoir 14 ou l'inverse. Mais en dehors du fait que l'héroïne est jeune, c'est prodigieusement écrit, l'intrigue est foutrement intelligente, il y a une belle ambiance, une atmosphère sublime. Dans Le Chant du Coucou, ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait être le pitch d'un roman d'horreur. Moi, je supporte pas les romans d'horreur parce que ça fout vraiment la trouille en fait. Mais là, comme c'est le point de vue du monstre en fait, et que c'est raconté par Frances Hardinge qui a une poétique extraordinaire, c'est à la fois trépidant, l'intrigue est fabuleuse, et puis comment dire, on n'est pas horrifié quoi. C'est au contraire, c'est très haletant. Mais on s'ennuie pas quoi. Enfin, on s'ennuie pas, et en même temps c'est bien écrit. Souvent ce que je reproche aux thrillers, c'est d'être pas très bien écrit justement, et d'avoir une plume un peu, on va dire, pas très recherchée, alors que là justement c'est elle tutoie les sommets, et d'ailleurs justement elle a fait une entrée assez discrète finalement dans le monde de la littérature, mais là en Angleterre elle doit en être à son 6e ou 7e roman, et là elle rejoint justement les sommets parmi les grands auteurs où elle a toute sa place quoi. Génial, Voilà. super. Bah Et pour écoute, parler d'une autrice française, je recommande Clémentine Beauvais, qui a écrit Les Petites Reines, que tu connais oui, peut-être, ou oui. Change de la douceur, et qui tout récemment a sorti Brexit Romance. Ça, c'est pareil, c'est du chef-d'œuvre, j'adore. Génial. Bah, écoute, on va les mettre en lien ou dans on va mettre leur couverture à côté de toi quand tu parles. Alors, pour résumer, écrire c'est quoi, enfer ou paradis? C'est les deux à la fois. Parce que, je veux dire, si c'était que l'enfer, je le ferais pas. En fait, le problème, c'est que tant que j'écris pas, j'ai l'impression d'être en enfer. Et en même temps, c'est de la souffrance, mais je veux dire, quand plus t'avances, c'est gravir une montagne. Évidemment que c'est difficile de gravir une montagne, mais en même temps, les alpinistes qui vont faire ça, ils y prennent du plaisir, tu vois. Oui, oui. Et finalement, c'est une transpiration, mais je sais pas, ça apporte tellement. Enfin, de toute façon, moi, dès que j'ai eu. Enfin, là, tu vois, j'ai fait un burn-out en juillet dernier, et donc, du coup, j'ai passé une longue période où je n'étais capable que de retoucher mes textes. En fait, j'étais plus capable de faire de la création. Et là, j'essaye vraiment, depuis 1 ou 2 semaines, de me remettre à l'écriture. Mais alors, je dois boucher des trous dans le texte, donc en plus, c'est même pas vraiment satisfaisant.
Et c'est vrai que les seuls moments où je me sens vraiment bien, c'est les moments où d'un coup, enfin, tu sais, c'est comme le barrage qui saute. Et d'un coup, c'est la crue de la rivière, et tu as un tel sentiment de libération à ce moment-là. Et en fait, c'est juste pour les moments où j'arrive à faire ça, c'est assez rare en fait, hein. Mais si j'écris, c'est juste pour les moments où j'arrive à faire ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait une devise, Audrey Alouette? Moi, la devise que je reprends tout le temps, c'est celle d'Alain. Le vrai Dieu m'a paru et je le nommais volonté. Ou encore, ce que je voulais, je le suis devenu. Ça, c'est vraiment les devises qui m'ont beaucoup guidée quand j'étais en fin d'adolescence, début de vie adulte. Aujourd'hui, je sais pas si enfin, tu sais, les devises, ça change. Parce que Ouais. évidemment, on évolue tous. Évidemment que la volonté, ça reste importante. Ces derniers temps, la citation qui m'a beaucoup chatouillé l'esprit, je me rappelle plus de qui elle est, c'est il est plus facile d'avoir des valeurs que de vivre à leur hauteur. Et c'est vrai que ces derniers temps, on m'a beaucoup interviewée en particulier sur la question des valeurs parce que j'ai l'impression que l'éthique chatouille tout le monde en ce moment. Et c'est vrai que moi, je suis complètement obsédée par les questions éthiques. C'est quelque chose qui me préoccupe énormément. Je travaille beaucoup sur cette question-là. Elle est toujours très présente au cœur de mes bouquins. Mais par contre, ce que je supporte pas, c'est les Che Guevara de bac à sable. C'est-à-dire les donneurs de leçons. Alors dernièrement, en fait, moi, je suis assez investie dans comment dire, dans les syndicats d'auteurs. Évidemment, je suis présente à la ligue professionnelle, à la ligue des auteurs professionnels. Régulièrement, il faut se battre pour défendre nos droits qui sont en train d'être ratiboisés de la façon la plus navrante. Et c'est vrai que j'ai vu quelques personnes autour de moi qui sont continuellement justement dans il faut faire ci, il faut pas faire ça, etc. Donc continuellement dans la morale et qui même ont régulièrement agressé des collègues, etc. Enfin, moi, je me suis dit, oh, comme ils y vont, mais bon, en même temps, c'est bien qu'il y ait des militants, qu'il y ait des gens qui se battent, etc. Et c'est des gens que j'ai vu ramper à plat ventre pour une poignée de privilèges mesquins. Et à chaque fois que j'ai beaucoup vu ça au cours de ces derniers mois et c'est une phrase qui vraiment a résonné dans mon esprit. Il est plus facile d'avoir des valeurs que de vivre à leur hauteur. Et c'est vraiment, je pense que tu peux dire que tu as des valeurs. Enfin, c'est facile aujourd'hui d'avoir des valeurs, de les accrocher en médaille Oui, parce que oui. finalement c'est bien vu de mettre ces valeurs en avant. Mais finalement, si t'es pas capable de sacrifier quelque chose pour les défendre, tes médailles, en fait, elles ont aucune valeur. Mhm. Et ces derniers temps, moi, on m'a demandé de faire des sacrifices et je les ai faits. Ça m'a coûté. Ça m'a coûté en termes de carrière, ça m'a coûté en termes d'écriture, mais je regrette pas de les avoir faits parce que bah, finalement, si tu te bats pas, t'évolues pas, quoi. Et le vrai combat, c'est ça. C'est pas de dire oui, moi je fais ci, moi je fais ça. Non, c'est de le faire et si ça te coûte pas quelque chose, en fait, je suis presque tentée de te dire que bah, c'est que t'es pas engagé dans le combat, en fait. Mhm. Donc voilà. Donc finalement, tu vois, on en revient toujours à la notion de sacrifice. Oui, oui, on est revenu au point de départ. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te rencontrer, Audrey? Je Comme suis ça, en traînant quelque part, à quel endroit plutôt? Un café? Dans Alors moi, quelle ville? j'écris presque tous les après-midi au Coco Bohème à Aix-en-Provence. Je crois qu'ils m'aiment bien parce que je suis l'écrivain du café, tu sais, je suis un peu partie des meubles en fait. Donc voilà, je leur amène des livres et puis ils ont une bibliothèque avec plein de livres que j'ai amenés. Je m'entends très bien avec le patron, voilà. Et de temps en temps, j'ai des gens qui viennent me voir, qui viennent me demander des conseils en écriture. Donc c'est Super, super. Bah écoute, on va terminer par ça. Alors, est-ce que tu aurais un petit conseil ou un secret à donner? Je crois que le secret qu'on demande toujours aux auteurs, mais quel est votre secret? Alors c'est marrant parce que je suis dans un bouquin où le secret du chef en cuisine, c'est toujours le beurre. Je sais pas si tu as vu les émissions de cuisine, Oui. tu as toujours un moment donné où tu as Gordon Ramsay qui va te dire et alors là, le secret du chef, tu peux dire que c'est du beurre. C'est toujours du beurre. Et ben justement, finalement, dans les livres, c'est un petit peu pareil. Il faut qu'il y ait du goût. Et tu vois, en cuisine, le beurre, c'est l'exhausteur de goût, c'est le gras qui va justement amener. C'est ce qui va aussi permettre le lubrifiant, c'est que tu vois, ça glisse en bouche. Et justement, tout ce côté justement qui fait que ça glisse en bouche, que ça fait ressortir les arômes, c'est le travail. Et ça, je crois que tu trouveras, enfin, je pense que tu réussiras pas à trouver un seul collègue qui te dise le contraire. Finalement, en écriture, le seul secret, c'est le travail. Le talent, c'est rien d'autre que du travail. Rien ne compte à part le travail et se remettre continuellement en question. Alors, pas trop, comme tu disais tout à l'heure, moi, je pense que j'ai peut-être trop tendance à le faire. Mais finalement, voilà, on est tous des acharnés du boulot.
Merci beaucoup. Écoute, pendant une demi-heure, je te remercie beaucoup de nous avoir livré comme ça ton univers, ta façon d'écrire. C'était en fait, je t'ai demandé un conseil d'écriture à la fin, mais tu n'as pas arrêté en fait tout le long de l'entretien. C'était presque un atelier d'écriture que tu nous as fait. C'était un peu le sujet de Mm, l'interview, donc Ah, c'est vraiment génial. Alors, je recommande à tout le monde deux choses, les poisons de Catas qui sortent en poche courant novembre et les princesses Sarah à offrir aux petites filles pour Noël. Voilà. Et puis, j'attends, c'est quoi le... Magic Charlie qui devrait sortir en juin chez Gallimard. Oui, d'accord. J'ai mon agent qui est en train de finaliser le contrat avec eux, donc voilà, j'espère que normalement, on n'en est plus qu'à négocier les petits co-CD, donc tout devrait bien se Magic passer. Charlie, est-ce qu'il y a déjà une image, quelque chose qu'on pourra Non, mettre? pas Non. encore, mais je l'attends. Je pense qu'elle devrait arriver dans le mois qui vient là, et voilà. Et en tout cas, là, c'est vraiment. Alors là, ça va être par contre, ça va être une série, et je suis normalement aussi en train de la développer en dessin animé, si pareil, si tout va bien. Alors là, le dessin animé, c'est moins sûr que le roman parce que tu sais que c'est beaucoup plus C'est long, le beaucoup monde de plus la compliqué, production, oui. qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui entrent en jeu. Donc, s'il y en a un qui capote, bah, il y a tout le reste qui suit comme un château de cartes, en fait. Mais on va dire que c'est très bien parti. Donc, ça sera roman, peut-être dessin animé et BD aussi? Oui, je vais essayer de développer la BD. Là, pour l'instant, la dessinatrice n'a pas avancé, mais il en est question et Gallimard le veut aussi. Donc, Oh, ben, voilà. génial. Donc, ça sera la totale, juin 2019. Et puis, dans les années à venir, sur vos écrans. Voilà. Oui, ben, on espère en tout cas. Je t'embrasse très fort, Audrey. J'espère qu'on va se revoir un de ces quatre très facilement. Si je passais, je passerai dans ton café. Tu m'enverras le nom du café, que je puisse le noter quelque part. Et puis voilà, je t'embrasse. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup, Alice. À bientôt.